Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le point, l'actualité crypto hebdomadaire, hein, avec le point sur le Bitcoin, VeChain, Hundo, XRP, on va parler de tous ces projets, il y a des choses à dire sympas. Et bien évidemment, on va faire le point en fin de vidéo, hein, comme d'habitude, sur l'actualité crypto plus générale, mais également économique. Où là, il y a des choses moins intéressantes, hein, à dire, on va dire sur le sens de bonnes nouvelles, hein, parce que de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent encore une fois pour nous, la France, à un niveau géopolitique, et on fera le point, bien évidemment, sur le cours de l'or, comme d'habitude, et le cours de l'euro par rapport au dollar. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti, on y va. Donc on commence avec le rapport de Farsight Investor sur les bitcoins, vous savez, au niveau des ETF. Et donc regardez, on a eu vraiment hein, on va dire une loi de série très positive avec des capitaux entrants des ETF Bitcoin Spot jusqu'au 28 mars 2025, puisqu'on a eu là la première sortie depuis 2 semaines, clairement. Donc on a eu un record, hein, c'était vraiment un record de série d'entrée sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, on est reparti sur une journée avec des sorties. Est-ce que la tendance va repartir à la baisse? Parce que là, on a vu qu'il y a eu encore une correction du Bitcoin donc hier, hein, enfin, entre hier et aujourd'hui. Donc on va voir si ça se retranscrit sur les ETF Bitcoin Spot, mais en tout cas aujourd'hui au niveau des ETF, il n'y a pas de panique générale, il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant, parce que nous sommes toujours sur un total de capitaux injectés dans les ETF Bitcoin Spot à hauteur de 36,3 milliards de dollars injectés, ce qui est une énormité clairement. Donc rien de alarmant, hein, parce que je vois là, ça panique encore une fois sur les réseaux sociaux, tout le monde n'y croit, plus personne n'y croit en fait. Plus personne n'y croit, donc c'est là où on peut avoir les bonnes surprises sur la suite des choses hein, pour le bull run. Parce que moi, personnellement, je vous rappelle, alors, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, bien évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas la capacité de lire l'avenir. Tout ce que je dis, c'est à titre, on va dire, personnel, c'est mon opinion. D'après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, selon mon avis, on est toujours en bull run, tout simplement parce qu'on n'a pas encore justement d'indicateurs de folie. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous repasser les articles, hein, comme d'habitude, qui étayent pourquoi, à mon avis, on est encore dans un bull run ou alors dans un méga cycle. Désormais, on n'est plus dans des cycles haussiers baissiers, mais dans des méga cycles parce que les institutionnels sont arrivés et sont en train de bouleverser le comportement du marché. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, voilà. Donc, ensuite, pour repasser sur le rapport de Farsight Investor, cette fois sur les ETF Ethereum Spot, et bien cette fois, regardez, par contre, c'est moins marrant, hein, tout est dans le rouge quasiment. Là, c'est l'inverse. On a eu un petit 4,7 millions de dollars injectés le 28 mars sur les ETF Ethereum Spot. Donc on voit bien que en fait les flux qui rentrent sur le Bitcoin, c'est l'inverse qui se passe derrière sur les ETF Ethereum Spot. C'est assez marrant quand même de voir une corrélation comme ça. Bon, mais là aussi, hein, rien de méchant quand même, même si on voit tout dans le rouge, on est quand même à 2,4 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, ce qui est quand même pas négligeable là-dessus. Bon, donc, pour moi, rien de méchant hein, sous le soleil pour les ETF et donc sur d'ailleurs le comportement du marché. Parce que regardez, je vais passer aux articles hein, comme d'habitude. Donc là, j'ai commencé avec un article de cointribune.com. Le prix du Bitcoin chute, mais les baleines intensifient leurs achats. Voilà, donc là, en fait, on a tout dit. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude les retail, hein, c'est-à-dire la masse, vous comme moi, qui paniquent et donc qui vendent leur crypto-monnaie, leur bitcoin pour justement gaver les baleines qui, elles, achètent. Donc les baleines, c'est généralement des institutionnels ou alors des particuliers professionnels, insiders, on va dire, qui ont des batteries d'analystes et d'indicateurs économiques qui savent lire le marché, entre guillemets, entre les lignes. Voilà, ça c'est vraiment les baleines et eux, elles, qu'est-ce qu'elles font, les baleines? Eh bien, elles intensifient leurs achats, donc elles prévoient quelque chose à la fin. Donc, on n'est plus du tout sur effectivement les mêmes comportements de marché qu'avant. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est les institutionnels vraiment qui prennent la main, alors que sur les précédents cycles, c'était vraiment les particuliers, le retail qui faisait le comportement du marché aussi, qui faisait peut-être, alors c'est pour ça, hein, exploser les cours des prix du Bitcoin très très rapidement. Alors que là, comme c'est un mouvement institutionnel, c'est forcément plus long parce que eux, ils vont pas sur les mêmes, on va dire,
comportement que les particuliers. Ils ne sont pas soumis à la panique, ils n'ont pas les mêmes exigences, etc. au niveau des pourcentages de gains, tout comme au niveau de la timeline du temps. Bon, c'est intéressant voilà, de voir toujours un indicateur quand même assez positif hein, sur la suite des choses, parce que sinon, ça aurait été la panique, hein. Les baleines auraient vendu. Bref. Ensuite, Cointelegraph France, un ETP Bitcoin signé BlackRock débarque sur le marché européen. Que faut-il en attendre? Donc là, c'est très intéressant, c'est que ça y est, hein, donc l'ETP qui avait été annoncé par BlackRock, ça y est, il a été mis en place hein, au niveau donc de l'Euronext Amsterdam, Paris, etc. également, depuis le 25 mars 2025, donc il y a quelques jours, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Effectivement, ce qui est prévu par les experts là, qui nous font les pronostics quinté plus, eh bien, c'est que il y aura des capitaux forcément injectés sur les ETP de BlackRock parce que BlackRock est rassurant, entre guillemets, hein, en tant que poids lourd de gestionnaire d'actifs. Par contre, il n'y aura pas le même engouement au niveau européen qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que selon ces experts, donc dans l'article, hein, en fait, il n'y a pas la même vision du marché crypto-monnaie en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas la même philosophie quelque part. Bon, donc il y aura moins selon les analystes, hein, il y aura moins de capitaux injectés sur les ETP Bitcoin, mais quand même, ça va forcément attirer des capitaux. Donc on n'est pas assez bullish. Ça, c'est quand je vois ce genre de choses, on est en train vraiment de démocratiser totalement l'aspect du web 3.0, de la blockchain, du Bitcoin, des crypto-monnaies, et de le mettre sur en fait, des leviers d'actifs semblables aux actifs traditionnels. Et donc c'est là où je pense qu'on ne réalise pas. C'est-à-dire que on a vraiment la poussée, la mise en avant du Bitcoin en tant qu'actif de classe internationale. Rien que ça, déjà, ça devrait faire quand même tilter dans la tête de retail, hein. C'est ça comme ça. Bon. Allez, je continue. Donc cette fois, j'ai passé à un autre article. Hop, toujours hein, sur les articles de cryptost.fr. Oui, les États-Unis achèteront bientôt 1 million de bitcoins selon ce membre du Congrès. Donc, le membre du Congrès et soutien de longue date de l'écosystème crypto Tom Emmer s'était remarqué lors de son intervention au Digital Asset Summit. Et selon lui, donc l'achat de bitcoin par les États-Unis sera une réalité dans les 2 prochaines années. Donc, on en est là. L'article date du 22 mars 2025. Donc ça y est, c'est-à-dire que là, on ne parle plus même de l'aspect réserve stratégique, là, on parle d'acheter du Bitcoin. Donc effectivement, tout le monde disait, ah mais la réserve, en fait, c'est de la daube annoncée par Donald Trump, parce qu'ils ne vont pas acheter de Bitcoin, parce qu'il faut que ce soit neutre au niveau des contribuables américains. Mais non, il y a d'autres moyens d'acheter du Bitcoin. Il le dit très bien, donc Tom Emmer, à travers cet article. Il dit, bah, souvent, il y a des certificats, notamment d'or, mais il y a également d'autres moyens, donc pour lever des fonds, les injecter ces fonds-là dans les achats de Bitcoin. Je vous le disais déjà il y a 2 semaines. Bref. Voilà, donc là, aussi très bullish, imaginez les États-Unis même pas 2 ans, mais 2, 5, 10 ans, acheter 1 million de Bitcoin. Voilà, c'est pas rien quand même. Je continue toujours avec cryptost.fr, un autre article. GameStop, le géant du gaming, va lever 1,3 milliard de dollars pour acheter du Bitcoin. Donc, ils annoncent 1,3 milliard de dollars, effectivement. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'entreprise qui rejoint ainsi d'autres sociétés cotées ayant intégré le Bitcoin dans leur trésorerie à l'instar de Stratégie et Metaplanet. Donc, on voit bien que là, pendant que tout le monde panique, ou alors même qu'on se désintéresse de la crypto-monnaie. On le voit même dans les recherches, dans les tendances sur Internet que la crypto est devenue moins tendance là en ce moment. On dirait presque que c'est le bear market. Tout le monde s'en fout. Hein. Mais que font les institutionnels? Ils s'endettent. C'est là où c'est quand même ça devrait faire réfléchir. C'est qu'ils sont capables. Parce que là, GameStop a annoncé d'ailleurs, suite à cette nouvelle, l'action de GameStop a plongé en bourse. Pourquoi? Parce que alors au début, ça a explosé quand elle a annoncé qu'elle allait acheter du Bitcoin, puis elle a annoncé qu'elle allait acheter du Bitcoin, mais en levant des dettes, entre guillemets, donc à crédit, hein. Et là, son action a plongé. Hein. Donc, faut vous dire qu'ils sont prêts à s'endetter, quand même, pour faire réfléchir, pour acheter donc l'actif le plus volatile au monde, hein, suivant de ce qu'en disent les médias, clairement, et ils sont prêts à prendre le risque. Donc il se passe quelque chose là. C'est-à-dire que les institutionnels, eux, ils sont en train de se dire, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde, il faut vraiment qu'on mette le paquet maintenant parce qu'après, ce sera trop tard. Ce qu'on appelle le FOMO institutionnel, clairement.
Donc on n'est pas assez bullish. Voilà, selon mon avis, hein, bien évidemment. Ensuite, hop, voilà, là je vais passer un petit tweet. Clairement, pour très intéressant, j'ai trouvé qu'il fait la corrélation entre le comportement dans le temps des courbes de l'or et celle du Bitcoin. Et effectivement, c'est un tweet, vous voyez, de Cryptos ZRT, comme vous voyez ici. Je trouvais très intéressant, c'est un analyste financier, en fait, hein, qui fait justement, partage régulièrement eh bien, ses analyses, son opinion sur le marché. Et là, il partage tout simplement sa vision des choses sur la corrélation qu'il y a entre les cours de l'or et les cours du Bitcoin. Et regardez, c'est-à-dire que lui, il considère et il constate qu'au fur et à mesure du temps, et c'est pas déconnant hein, ce qu'il dit, que le cours donc de l'or là qui est en courbe rouge, c'est ça, dès que l'or en fait corrige, eh bien ça annonce un rallye derrière du Bitcoin. Et inversement, quand l'or a un vrai bull run, un vrai cycle haussier poussif, eh bien le Bitcoin lui, a plutôt tendance à corriger ou à stagner. Et on le voit dans le temps, c'est-à-dire que là, vous voyez, rien qu'en 2000, alors c'est en 2013 déjà, on voit que lorsque l'or a chuté et a fait une grosse correction suite à la crise des subprimes de 2008 et le bull run de 2008 jusqu'à 2012. Après, l'or a corrigé de 2013 jusqu'à 2015 à peu près et stagné jusqu'en 2018. Bon. Et donc là, on voit que la correction de 2013-14 eh bien, a été pour le Bitcoin l'inverse, ça a été le bull run. Vous voyez, donc on a vraiment une courbe totalement en croisée, hein, comme vous voyez ici. Après, on a un déclin de bear market du Bitcoin et à ce moment-là, eh bien, écoutez, l'or lui se stabilise et reprend du poil de la bête jusqu'au moment où en fait les deux courbes presque s'alignent. Et on voit bien quand même qu'il y a une tendance de fond, c'est que malgré ces divergences, on va dire, de courbes de tendance court terme entre le Bitcoin et l'or, hein, on le voit bien, il y a quand même une tendance de fond, c'est que les deux vont vers le haut. On voit bien, c'est presque linéaire avec une pente, on va dire, en degrés différentes, on le voit bien. Mais si on fait la moyenne de la courbe des prix, de la montée des prix, on voit bien que l'or, tout comme le Bitcoin, sont en train d'exploser les plafonds, les records à chaque année, au final, quasiment depuis quelques temps. Bon, donc c'est assez intéressant à voir. Donc là, on voit par exemple le Bitcoin là explose. Donc en 2017, hein, c'est le cycle aussi jusqu'aux 20 000 dollars. Lui, l'or, qu'est-ce qu'il fait? Il stagne. Il stagne. Ensuite, quand l'or fait son bull run, c'est le bear market du cours du Bitcoin, on le voit bien, ça retombe, donc entre 2017 jusqu'à 2020. Après, il ne se passe pas grand-chose pour le Bitcoin, alors que c'est le bull run pour l'or. Et ensuite, on a le bull run du Bitcoin, ça repète entre 2020 et 2021, on a les doubles tops, là, comme vous pouvez voir toute l'année 2021. Et là, le Bitcoin, lui, chute un petit peu, il stagne, il ne se passe pas grand-chose en fait sur l'or. Et maintenant, à ce qu'on voit depuis le dernier cycle, hein, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui 2025, eh bien, les deux ont tendance à monter. Le Bitcoin a explosé, l'or a plus qu'explosé, l'or a vraiment un comportement inquiétant même. C'est-à-dire que l'or n'est pas censé réagir comme ça. C'est ça qui est inquiétant même au niveau économique. C'est que là, on se dit, on est tellement dans une crise. Bon, on va en parler après, j'ai le cours de là, on a encore battu un nouveau record, hein, je vous rappelle, là, voilà. Chaque semaine, l'or est en train de rebattre un record. Pas normal. L'or a actuellement une meilleure performance que le Bitcoin, quoi. Ça, c'est vraiment du jamais vu, hein. Et je vous le dis, c'est vrai, vraiment, c'est chaud, hein. C'est chaud. Donc, donc, on voit bien que là, logiquement, si on suit la tendance de ce qui s'est passé par le passé, mais après, on voit bien, hein, ça peut ne vouloir rien dire. Hein, d'accord. Et bien, logiquement, comme le dit donc ce suite de crypto ZRD, là, l'analyste, eh bien, l'or va continuer de monter jusqu'à atteindre un certain sommet. On va connaître forcément une petite correction au minimum ou une grosse correction. Et à ce moment-là, on devrait connaître un breakout, comme ils le disent, du Bitcoin. Voilà. Si on suit la tendance passée. Ça, c'est intéressant à voir quand même. Et là où se trouve vraiment encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, maintenant, il y a deux actifs de classe internationale de type valeur refuge, c'est l'or et le Bitcoin. Voilà. Et à un moment, je ne serais pas étonné qu'on ait vraiment une corrélation qui se rapproche de plus en plus entre le comportement de l'or et le comportement du Bitcoin. Vraiment. Parce que cette courbe, enfin, quand on dézoome hein, et qu'on regarde de loin, elles se ressemblent pas mal quand même, ces deux courbes. Donc on voit quand même qu'il se passe quelque chose. Et quand on sait que l'or, c'est l'actif
valeur refuge depuis 5000 ans, on va dire. Ça fait quand même rêver de voir le Bitcoin qui en 10 ans, lui, est en train de rattraper quasiment le comportement et le prix, hein, bien évidemment, le prix aussi, du lingot d'or 24 carats, quoi, 1 kilo. Bon, allez, je continue, hein, allez, je repasse aux articles hein, pour la route, donc c'est pas fini, pour le Bitcoin, vous allez voir, c'est intéressant. On a une nouvelle, encore un article de journalducoin.com, Bitcoin aux États-Unis, l'État de Caroline du Sud veut lui aussi créer sa réserve stratégique de Bitcoin, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un truc de fou. On réalise pas, quoi. On est vraiment dans une période. C'est jamais j'aurais pensé, quand même, moi personnellement, jamais j'aurais pensé qu'on vivrait ça un jour avec une réserve stratégique à l'État fédéral, plus les États locaux, enfin, à l'échelle locale. Bon, voilà, donc comme le dit l'article de Crypto News, enfin son tweet bullish, alors, pas assez bullish, c'est-à-dire que plus de la moitié des États américains ont désormais introduit une loi, alors elle n'a pas été votée encore, hein, mais ils ont tous introduit une loi pour justement voir s'ils peuvent allouer 10% de leurs fonds dans la crypto-monnaie. Là, c'est des États américains, hein, c'est pas la région Poitou-Charentes qu'on a nous en France, hein. Là, c'est d'autres moyens, hein. Quand on dit 10% des allocations, c'est plusieurs dizaines, voire milliards de dollars à mettre sur la table. Voilà, donc là, vous voyez la liste mise à jour hein, au 25 mars 2025 de tous les États qui ont introduit cette loi. Il y en a 5 qui ont rejeté définitivement la loi pour cette année, donc qui ne sont pas dans la liste, bien évidemment. Mais il y en a encore 26 dans la course. Et il faut savoir qu'il y a le Wisconsin, pardon, qui effectivement, on vient d'apprendre ça, en tout cas moi je viens de l'apprendre, qui ont investi 588 millions de dollars déjà à travers des ETF Bitcoin. Donc ils ont un peu contourné le truc, sans aller plus vite que la lumière au final, hein, puisqu'ils ont trouvé une voie de passer par les ETF. Donc on voit bien que les ETF, je vous dis, c'est quand même en majorité des institutionnels qui s'y jettent dessus. Parce que c'est pratique, derrière c'est géré par BlackRock, etc. Donc bien sûr, il y a le retail, il y a les particuliers qui sont dans les ETF, mais c'est peut-être pas eux qui font la majorité dans les ETF. Parce que les particuliers qui ont vraiment compris la crypto-monnaie, bah, comme vous et moi, voilà, on n'est pas sur des ETF normalement. On a la philosophie du Web 3.0, on achète réellement les bitcoins ou les crypto-monnaies ou autres. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir ça quand même. Bon, donc bah, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, hein, les amis, sur le Bitcoin. Maintenant, j'ai passé à BitChain. Donc BitChain aussi, il y a des choses assez intéressantes à dire, avec notamment, vous savez, le B3TR. Alors le B3TR, c'est vrai qu'il a fait une correction vraiment phénoménale, hein. Depuis une semaine ou deux, là, je pense que ça fait 2 semaines. C'est vrai que les performances là sont pas folles hein, sur le B3TR, mais personnellement, je reste bullish. Pourquoi? Parce que justement, on est au tout début. On est au tout début là, et surtout, on a une performance entre 0,16 et 0,20 dollars. Ah, c'est quand même par rapport au lancement, on est quand même à x10 quasiment. Donc, voilà, il faut déjà remettre les choses en perspective. C'est vrai qu'on a eu un top à 0,5 dollars quasiment, hein, je crois, par token. Là, on est redescendu à 0,16, 0,20 exactement entre les deux. Mais ça reste une très belle performance par rapport au lancement et surtout, ça s'explique. Voilà, ça s'explique facilement dans le sens où savoir qu'il y a très peu de B3TR qui ont été mis en circulation à la base et comme le système fait qu'il est fait pour attirer un maximum de monde, eh bien, il y a des jetons débloqués très régulièrement, qui a un total de 1 milliard de dollars, de tokens, pardon, en supply maximal, donc qui doit peut-être alloué à la finalité. Et pour l'instant, je crois qu'il y a une centaine de millions de tokens en circulation. Donc en fait, on a à peine 10% de la, en gros, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais le rapport est là. Donc on a à peu près 10% de la supply qui est en circulation et chaque mois ou chaque semaine, il y a des jetons qui sont débloqués. C'est ce qui fait que ça fait baisser forcément le prix également parce que plus on débloque des jetons et forcément plus ça impacte le prix. Voilà. Mais entre-temps, il y a des nouvelles comme ça, vous voyez, où le B3TR est désormais listé sur Bybit. Donc là, c'est intéressant de voir que ça y est, les plateformes exchange maintenant autorisent. Donc, ça va être très intéressant pour les baleines, pour les personnes qui veulent investir directement avec du dollar sur le B3TR parce que
qui était embêtant avec le B3TR jusqu'à ce moment-là, enfin jusqu'à maintenant, c'était qu'on n'avait pas le choix que d'acheter du B3TR en échange de VeChain. Donc on n'avait qu'une seule paire de trading, entre guillemets. Maintenant, on a la paire de trading B3TR et dollar. L'USDT, donc le stablecoin. Donc là, c'est intéressant. Ça fait donc quelques jours, hein, donc on va voir le comportement dans les semaines, les mois qui viennent sur les prix du B3TR. Je pense que ça va impacter forcément à la hausse. Et puis surtout que c'est pas la seule plateforme exchange dans les cartons apparemment. Il y a d'autres plateformes exchange. Donc on est pas mal là. Et surtout apparemment les VeChain a pour objectif, alors ça a confirmé encore, hein, mais de créer également une carte bancaire destinée au B3TR. C'est-à-dire que on pourra à l'avenir, vous et moi, dépenser nos B3TR, entre guillemets, gagner gratuitement. Hein. Je rappelle, c'est gratuit. Donc ça coûte rien, quoi. Donc tant que ça coûte rien, on s'en fout, je veux dire, pour le reste. Mais voilà, on pourra dépenser dans les magasins, supermarchés, apparemment il y aura Amazon peut-être, pourquoi pas. Alors, ça reste à confirmer, mais j'ai vu les informations passer et donc ça peut être, si c'est confirmé, très intéressant pour la suite des choses parce que ce serait vraiment là la démarche du Web 3.0. C'est-à-dire qu'on fait une action, on est récompensé en token qu'on peut dépenser directement dans la vie de tous les jours au quotidien pour acheter ses courses, etc. Donc ça commence à être intéressant quand même ce qui se passe, surtout que l'écosystème n'arrête pas de grossir. Effectivement, pourquoi? Parce que là, je repasse sur la plateforme BBetterDAO et regardez, il y a encore plein de dApps qui sortent chaque semaine. J'arrive à faire le point ou à regarder même les applications, tellement il y en a qui sortent toutes les semaines. Donc là, ça commence vraiment à exploser là. Vous voyez, donc on s'est arrêté à Veloterie, il me semble, où bon, ça porte très bien son nom, hein, c'est un peu un ticket de tombola et après vous gagnez le gros lot si vous avez de la chance. Vous avez maintenant Nubila qui va sortir, qui a été voté 100%. Donc c'est un système où vous allez pouvoir en temps réel donner la météo à l'application. Et donc on aura la météo vraiment à l'échelle instantanée partout là où il y aura des utilisateurs de l'application Nubila. Et en échange, bien évidemment, vous êtes récompensé en B3TR. Donc il y a aussi BetterMod. Alors BetterMod, je crois que c'est un concurrent de H2O Optimism. Ils font la même chose apparemment. Alors ça c'est le principe, c'est un peu dommage. Les concurrents, ils font la même chose, mais c'est sur les machines à laver. Donc là, il y a un système sur les machines à laver. Si vous utilisez ça, eh bien vous êtes récompensé en B3TR. L'éco-transit, alors ça apparemment ça marche pas bien. C'est si vous utilisez du transport public. Eh bien, d'être récompensé en B3TR, mais je crois que ça marche pas bien parce que c'est pas voté, c'est déjà passé, ça n'a pas été voté, bref. Donc à mon avis, ça peut-être pas passé. Et Power Up, là, c'est le même principe que là aussi un autre concurrent de je sais plus quelle application qui a déjà été passé, qui marche pas bien. Enfin, moi j'ai essayé, j'ai pas compris. Ah, c'est sur l'électricité apparemment. Donc c'est pour traquer, optimiser votre consommation énergétique. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, après, je vous avoue que je n'utilise pas toutes. Enfin, après, c'est une question d'habitude, de temps et tout. Donc, bon, voilà. Mais après, limite, si vous les utilisez, si vous en utilisez quelques-unes au quotidien, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je serais très curieux de voir ce que vous en pensez. Si ça marche en plus, ce genre d'application. Moi, le seul que j'utilise, c'est Mugshot et Greencard pour l'instant. Je dois vous avouer, peut-être de temps en temps 20 000, mais bon, 20 000, c'est vrai que ça marche pas bien non plus des fois. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, hein. Je dois vous avouer, il y a des applications, on voit que c'est encore en train d'être codé, que ça marche pas très bien, il y a l'intelligence artificielle au milieu. C'est voilà, mais je pense que si on laisse le temps, vraiment, soyons tolérants et laissons le temps aux développeurs de peaufiner leur système, parce que c'est quand même, je pense, la VChain et surtout VBetterDAO, la première plateforme au monde dans le Web 3.0 qui fait ça. Donc ça, c'est très intéressant, c'est les premiers, c'est les leaders. Donc dans tout ce qui est la traçabilité, ce genre de choses, où justement, à travers des actions, on peut réellement avoir des récompenses derrière solides. Donc vraiment super. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je reste très bullish, même si on a eu une baisse du B3TR avec des prix et tout. Mais bon, après, faut faire ça. De toute façon, c'est gratuit. Alors, on s'en fout. Je vous le disais, hein, c'est gratuit. Allez, je continue cette fois sur les statistiques. Donc de VeChain comme d'habitude, hein, je mets à jour. Donc là, vous voyez, ça y est, on est quasiment à 7 millions de portefeuilles. Avant, on voit que l'écosystème est réellement en train d'exploser. Vous voyez, ça part en ligne droite là. Clairement, ça devient linéaire la courbe. Donc là, ça commence vraiment à chauffer des ballons. On a sur ces 7 millions d'adresses, eh bien,
je vais vous montrer la répartition au niveau des holders de tokens. Donc, on a 1 174 000 adresses qui ont du VeChain. Donc, on voit que ça augmente pas beaucoup en VeChain. Là où ça augmente vraiment significativement chaque semaine, c'est pour les holders de VTHO, donc 4 millions détenteurs de VTHO, et également le B3TR, puisque vous voyez, on a 967 000, quasiment 8 000 détenteurs de B3TR. On était la semaine dernière, je crois, à 940 000 euh, détenteurs de B3TR. Donc on voit vraiment que la grosse montée, là, elle se fait surtout sur le VTHO. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que il y a des, je pense, peut-être des baleines ou des choses comme ça qui anticipent, vous savez, la renaissance du projet VTN, et comme le VTHO ne sera plus distribué, créé, est-ce qu'ils anticipent le fait que ça peut exploser le VTHO précisément plutôt que le VTN? C'est possible. Donc il y a un pari peut-être qui est en train de se faire dans les coulisses pour les investisseurs sur le VTHO, parce que effectivement, le centre de la modification de renaissance, là, comme l'appelle le projet Renaissance pour l'écosystème de VeChain, ça va vraiment tourner autour du VTHO. De VeChain, bien évidemment, mais d'abord du VTHO. Donc on va voir, hein, donc forcément il y aura des impacts sur les prix du VTHO, je pense aussi. Après, ça peut être aussi à la baisse, hein. Voilà, c'est là, pareil sur la hausse, mais attention, ça peut être aussi à la baisse. Regardez B3TR, il y a eu une montée et puis il y a eu une baisse après. Donc, normal, ça corrige, mais ça peut être aussi dans les deux sens, hein, la modification. À voir. Donc, à rester prudent quand même sur les VTHO. Bon, maintenant, ça y est, je continue. Ça sera tout pour VeChain. Je continue sur Ondo Finance. Et là aussi, il y a des choses intéressantes à dire au niveau macroéconomique, on va dire, des avis, même par exemple, de Cynthia Lobet7. Vous voyez, donc là, on a carrément un petit passage de Cynthia Lobet7, la directrice des actifs digitaux de Fidelity, quand même. Donc Fidelity, je rappelle, c'est un gestionnaire d'actifs, hein, qui est le concurrent de BlackRock. Donc on voit que ce n'est pas des petits joueurs au niveau institutionnel déjà. Et donc qu'est-ce qu'elle dit, Cynthia Lobezet? Elle dit que vous serez capable de bouger donc, des collatéraux on-chain, donc directement en dehors du système traditionnel bancaire et en fait des systèmes de brokers des heures traditionnelles. C'est-à-dire du lundi au vendredi, en fait, hors week-end. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien, pour faire un virement ou un paiement bancaire qui soit transfrontalier ou même dans le réseau SEPA européen, machin, le week-end, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les virements, on les reçoit le vendredi, enfin, on les fait le vendredi, on les reçoit le mardi, quoi, en gros, hein. Donc là, ça y est, avec du coup cet aspect-là, cette nouvelle technologie de la tokenisation d'actifs, hein, eh bien c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, on aura également la possibilité de faire des transferts sur les jours fériés, pendant les heures de week-end, etc. Rien que ça s'appelle une révolution du système bancaire. Et ça s'appelle, et je vais vous dire encore plus loin, ça s'appelle le XRP, hein, voilà. Là, elle parle inévitablement du XRP, que je rappelle que Ondo a un partenariat avec Ripple. Pas oublier ça. Bon. Donc, là, elle fait allusion au XRP. Donc, c'est quand même Fidelity institutionnel. Donc là, je vois en gros, là, marqué, là, en gros, elle vient de dévoiler quasiment qu'en coulisses, ils sont en train de préparer, à mon sens, hein, l'ETF sur le XRP. Forcément, parce que Fidelity, ils ont le ETF Bitcoin déjà. Donc, Fidelity, dans les mois qui viennent, vu qu'en plus Ripple et le XRP ont maintenant le feu vert au niveau régulation, donc, que le procès a été terminé entre Ripple et la SEC, bon, eh bien, maintenant c'est le feu vert pour créer les ETF sur XRP. Voilà, donc ça, déjà, c'est très sympa. Enfin, c'est une bonne nouvelle, hein, qu'on voit pour le XRP, indirectement. Mais surtout, c'est énorme également pour, ça rappelle, hein, que les institutionnels ont bien compris l'enjeu du RWA et donc de la tokenisation d'actifs. Voilà. Donc, elle le dit bien, hein, c'est-à-dire que maintenant, c'est Hondo, hein, qui le dit après derrière, mais le fait d'apporter en fait tout ce qui est les bons du trésor, les actions, les ETF, hein, tiens, oui, il parle d'ETF également, eh bien, où vous pouvez les transférer donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, en fait, vous débloquez vraiment des utilités dans le cadre de la vie réelle de tous les jours, et également qui peuvent servir de collatéraux.
Voilà, donc il y a vraiment Ondo Global Market et la blockchain de Ondo vont vraiment révolutionner le monde de la finance traditionnelle, en gros. Donc là, ils se jettent des fleurs, hein, mais force est de constater qu'ils ont raison de se jeter des fleurs, hein. Bon, en toute objectivité, selon eux, hein, bien sûr. Bon. Allez, je continue toujours sur Ondo Finance. Donc là, voilà. Là, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce que les stablecoins, c'est Ondo qui le dit, hein, ont apporté au dollar, eh bien, Ondo va l'apporter à tout ce qui est les actifs de type financier, de classe financière. Donc les securities, comme ils appellent ça là, aux États-Unis. Donc, effectivement, il rappelle Ondo Global Market, donc ce que je vous disais précédemment, apportera publiquement donc, le trading donc, d'actions, de bons du trésor, des ETF, on-chain, etc., accessible partout, en tout temps, en toute heure que vous voulez, et construit en plus de façon décentralisée. Alors, décentralisé quand même moyen, parce que bon, c'est quand même centralisé, hein, leur système, il ne faut pas rêver, mais on comprend ce qu'ils veulent dire, pourquoi pas. Donc, on voit que là, ils sont en train vraiment de révolutionner, littéralement, ils ont raison, il faut accorder les choses. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que vous voyez ce que les stablecoins ont apporté au dollar. C'est-à-dire que les stablecoins, c'est vraiment une révolution, effectivement, aujourd'hui, à travers le Tether USDT, je vous dis il y a 2 semaines, une semaine, sont en train, à travers les propos, vous savez, du directeur de pôle crypto aux États-Unis, eh bien, la politique là-bas sur le stablecoin, surtout sur l'USDT, c'est de renforcer le dollar. Puisque aujourd'hui, la majorité des paiements transfrontaliers du Web 3.0 sur la crypto se font à travers le stablecoin du Tether, ce qui est en dollars. Voilà, c'est l'USDT, pas pour rien. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Ondo va faire la même chose pour les securities, c'est-à-dire que eux, ils projettent de mettre Ondo, c'est plus qu'un simple projet, c'est carrément une révolution. Et je suis d'accord. C'est c'est exactement ça. Donc Ondo, pour moi, ça va vraiment être une énormité absolue dans le temps qui vient, pour vous dire grâce à ça. Et c'est pas étonnant du coup que la totalité, oui, autre tweet, hein, des bons du trésor américains ont déjà surpassé les 5 milliards de dollars pour la première fois. Voyez. Donc ça veut dire que chaque semaine, on voit bien que la TVL, en fait, sur les bons du trésor américains, tokenisés, hein, et surtout sur Ondo, parce que c'est Ondo qui sont les leaders du marché à ce niveau-là, eh bien, sont battre record sur record. Donc là, on voit bien qu'on est au tout début de quelque chose d'absolument fabuleux, enfin, exceptionnel sur la tokenisation d'actifs, et qu'on est sur une pente, pareil, vous voyez, ascendante, clairement. Et donc, il y a un moment où on aura vraiment une explosion nucléaire, c'est quand vous avez les institutionnels qui vont appuyer sur le bouton, que vous aurez le XRP qui sera utilisé comme réseau Swift bancaire, en fait, ou en accord, en partenariat avec le réseau Swift bancaire, donc ils auront juste appuyé sur un bouton et bim, ce sera fini. Vous voyez, ça c'est possible, c'est une possibilité. Donc c'est soit tout ça, cette révolution est déjà préparée, est déjà prête, entre guillemets, à remplacer la finance traditionnelle, et donc ils vont appuyer sur un bouton et hop, soit ça va se faire petit à petit, un peu comme on le voit là désormais, mais de plus en plus rapidement. Bon, c'est un peu ma vision des choses, hein, ce que je vois dans le système de la tokenisation d'actifs parce que ils en ont trop besoin. Ils en ont trop besoin et c'est trop efficace quelque part. Puisque derrière, il y a des économies hein, d'argent, et comme l'argent c'est le nerf de la guerre, on sait très bien pour les institutionnels que voilà. Allez, je continue cette fois sur XRP, Ripple, toujours dans le RWA, donc Coindesk, vous voyez, donc ça y est, Ripple a annoncé un partenariat avec Shipper Cash, donc un fournisseur de paiement qui opère en Afrique. Donc on voit bien que quand je vous dis que Ripple, les XRP sont en train vraiment d'avoir de remplacer quelque part le réseau Swift bancaire mondial, bah, c'est qu'ils sont vraiment partout, ils sont en train de faire des partenariats avec tout le monde. Donc voilà, c'est pas secret, c'est pas sorti du chapeau, c'est qu'ils ont des partenaires en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, j'en parle même pas, parce qu'ils viennent des États-Unis, en Europe. Il y a que, alors l'Europe, c'est vrai qu'il n'y a que l'Europe, hein, alors si quand même il y a la Banque centrale d'Angleterre, mais il n'y a pas la Banque centrale notamment européenne. Donc voilà, c'est l'Europe, on va dire, c'est plutôt la Grande-Bretagne pour Ripple, mais nous de toute façon, l'Union européenne, enfin on est, bon, voilà. Je n'ai même pas à mentir là-dessus. Vous connaissez mon point de vue sur les dinosaures qui nous dirigent et qui nous mettent dans le mal, hein. Vraiment, qui sont en train de nous couler à tous les niveaux.
bah ça, voilà, là aussi ça va se retranscrire. Mais peu importe s'ils ont un partenariat Ripple avec le réseau Swift bancaire, de toute façon, ça ne changera rien. Que l'Europe ou pas soit d'accord, hein. C'est trop important. Bon, et ensuite, même, pourquoi pas, à terme, la Russie, ou non, la Russie est en sanction, mais évidemment, et la Chine, elle, pour l'instant, est contre les cryptos. Mais on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même sur Ripple à ce niveau-là, et que le XRP est en train vraiment d'étaler sa toile d'araignée, si je puis dire ça comme ça, partout dans le monde. Et ça va aller de plus en plus vite, forcément, parce que maintenant, il y a un cadre de régulation aux États-Unis qui est très clair, de plus en plus clair, pour les crypto-monnaies et surtout pour le XRP. Bon, allez, je continue. Hop, prochain article, hop là, de journal du coin.com, donc toujours sur XRP et Ripple, hein, là pour le coup. Donc Ripple voit une opportunité en milliards de dollars maintenant que la SEC ne lui barre plus la route du marché américain. Voilà. Donc ça y est, on sent bien qu'à un moment, ils vont faire the flip the switch, comme on appelle ça, c'est-à-dire ils vont appuyer sur le bouton et vraiment, ça va partir to the moon, hein, clairement, c'est-à-dire en termes de transactions, paiement transfrontalier, etc. Allez, bon, ce sera tout pour aujourd'hui, hein, les amis, pas d'autres nouvelles. Maintenant, je vais passer aux actualités crypto plus générales, hein, avec donc là aussi des articles intéressants. Donc, toujours journal du coin.com, tokenisation RWA, hein. Hong Kong approuve les premiers ETF monétaires tokenisés au monde. Donc là, je vous parlais de la Chine, qui est pas encore ouverte aux crypto-monnaies, mais vous avez quand même Hong Kong. Alors c'est vrai que Hong Kong, c'est pas totalement la Chine, hein, c'est encore un peu à part, on est d'accord. Mais quand même, Hong Kong, c'est Hong Kong. Ça reste partie quand même de la Chine indirectement. Et donc, vous voyez, ça, ils approuvent les premiers ETF monétaires tokenisés au monde. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une révolution comme ça, inévitablement, tôt ou tard, tout le monde s'y met, parce que sinon, ceux qui ne s'y mettent pas sont bouffés quelque part et doivent couler. C'est la loi vraiment de chaque entreprise. Et technologiquement, la première règle, c'est d'être à la hauteur des concurrents au minimum, pour ne pas stagner et décliner derrière. Donc, on voit que tout le monde s'y met là. C'est chaud. Donc, on n'est pas assez bullish. Voilà, on n'est pas assez bullish. Bon, allez, je continue. Cryptost.fr dans l'article. La France frappe fort. BPI France devient la première banque publique au monde à investir dans la crypto. Ouais, les États-Unis placent leur pion. Ils font pleuvoir les annonces favorables aux crypto-monnaies. C'est clair, on est d'accord. La France répond. Bon, on répond de toute manière, hein. BPI France devient la première banque publique. Alors, comment elle va investir et tout, ça reste à voir, hein. Mais quand même, on voit que là, il se passe quelque chose. Il y a un engouement. C'est bien. Franchement, au moins, c'est une bonne nouvelle pour nous, si on arrive à le faire correctement. Je suis tellement sceptique, tellement c'est la catastrophe en France, je suis sceptique par rapport à comment même on arrivera à rater ce genre de choses, même si c'est positif sur le papier, dans la pratique, on serait capable de rater notre investissement, quoi. Vraiment, on est là. Vraiment, je suis déçu de l'administration de la France et tout, c'est incroyable. Bon, allez, je continue. Hop, article de cointribune.com. Donc là aussi, vous voyez, c'est Europe, les assureurs devront couvrir à 100% leurs actifs crypto. Vous voyez, on y est. Voilà. L'EIOPA frappe fort, les assureurs devront couvrir 100% de la valeur de leurs crypto-actifs, une décision qui bouleverse la donne, mais pas que. Elle envoie ainsi un signal clair au marché. Donc là, on voit bien qu'on intègre de plus en plus les crypto-monnaies, notamment même pour le marché européen, mais à la façon européenne, quoi. C'est-à-dire que tout le monde doit couvrir ses arrières, en gros. Les banques doivent avoir des collatéraux pour les cryptos. Enfin, donc, plutôt que de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'eux, ils y vont à fond, ils réfléchissent même pas, ils ont carrément une réserve stratégique. Ben, ils sont pas en train de se dire, on va couvrir la réserve stratégique avec du dollar. Voilà. Bah, eux, c'est ce qu'ils font en Europe, nous, ce qu'on est en train de faire, quoi. On est en train de se dire, bah, on va couvrir nos cryptos avec de l'euro. Donc, ah, mais il n'y a que nous pour faire pareil. C'est vraiment, voilà, ça fait rigoler, hein, ça fait rigoler, mais c'est vraiment l'Europe, quoi. On n'a rien compris, on n'a rien compris. Mais bon, c'est marrant. Ah, il vaut mieux rigoler, quoi, de toute façon. Et hop, maintenant, bonne nouvelle, donc article de Cointelegraph, France, BlackRock triple la valeur de son fonds tokenisé en 3 semaines. Voilà.
Donc le manque de dynamisme du Bitcoin pourrait inciter davantage d'investisseurs à se tourner vers des placements plus sûrs comme les actifs tokenisés du monde réel RWA qui approchent d'un record de 20 milliards de dollars. Voilà. Donc on voit bien que quand je vous dis qu'on est en train d'assister à une révolution qui, à mon sens, est en train de dépasser l'aspect de cycle haussier, baissier, vous savez, de 2 ans de hausse, 2 ans de baisse des prix sur le Bitcoin, bah c'est ça. C'est-à-dire que là aujourd'hui, les institutionnels, est-ce que vous croyez une seule seconde qu'ils investissent dans le RWA pour profiter du cycle haussier ou qu'ils investissent dans le Bitcoin uniquement pour profiter des cycles haussiers et faire 2 ans de hausse, on vend, 2 ans de baisse, on vend. Non, on voit bien que par exemple, MicroStrategy, avec Michael Saylor, eux, c'est quoi qu'il arrive, ils achètent du Bitcoin. Je crois qu'ils n'ont jamais vendu du Bitcoin et puis ils en ont acheté depuis 2020 ou 2000, enfin, depuis la naissance de leur projet d'acheter du Bitcoin. Ils n'ont pas vendu un seul Bitcoin. Donc on voit bien que les institutionnels, là, tout ce qu'ils font, c'est accumuler uniquement. Ils sont intercycles au final. Donc on voit déjà qu'ils n'ont pas la même vision des choses que nous au niveau du temps, au niveau des actifs. Et surtout, ils investissent sur des technologies. Le RWA, c'est une révolution technologique. Et là, encore une fois, on le prouve. Et en plus, en 3 semaines, on va BlackRock a triplé la valeur de son fonds. C'est quand même une énormité absolue. Donc ça va aller de plus en plus vite. Ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je pense que moi, ça va aller de plus en plus vite. C'est soit ça se fait progressivement, exponentiellement le développement, soit ils préparent tout en avance, ils appuient sur le bouton et ça part. Voilà. Un peu comme je vois pour le XRP, je ne serais pas étonné qu'on ait un truc comme ça. Ils appuient sur le bouton et bim, ça part en tous les sens. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour les actualités crypto, les amis. Mais vous avez compris, moi personnellement, plus bullish que ça, je peux pas. Il y a tellement de nouvelles positives autour de l'écosystème crypto mondialement. Je parle pas de l'Europe, hein, je parle vraiment mondialement. Parce que de toute façon, l'Europe, nous, on n'existe plus vraiment. Vous devez le dire hein, comme ça. Pourtant, je suis patriote, hein, je suis français, j'adore le pays, mais quand je vois ce qui se passe, si on est réaliste, malheureusement, on est plus leader dans rien. L'IA, on n'a rien. La crypto-monnaie, on n'a rien. On aurait pu le faire. On a juste Ledger. Ça, c'est bien. Pour l'instant, euh, bon. Mais pour le reste, l'industrie automobile, on voit bien qu'on s'est fait exploser par les Chinois désormais et Tesla, notamment aux États-Unis, pour l'industrie automobile électrique, mais même traditionnelle, hein, on n'a plus rien. Volkswagen, toutes les entreprises, les industries allemandes qui sont le fer de lance de l'économie européenne sont en train de couler. Donc voilà, rien qui va plus quoi en Europe. Mais par contre, au niveau mondial, que ce soit partout dans le monde, surtout aux États-Unis, c'est très positif ce qui est en train de se passer pour l'écosystème crypto. Clairement, on le voit avec ce genre de nouvelles. Bon, allez, je continue avec les actualités économiques, hein, quelques-unes. Bon, pas folichonne hein, pour la France, bien évidemment. Surtout quand on voit voilà, l'article de la tribune.fr, la carte de l'écho, les régions face aux droits de douane de Trump. Et oui, donc ça y est, hein, c'est quasiment lancé. On va se taper les droits de douane, comme si on n'en avait pas déjà en chier pas assez. Enfin, bah là, on va encore plus en chier, donc notamment dans l'industrie du luxe et du vin. Un manque de peau, c'est là où c'est les seules choses qu'on arrive à faire, nous, en France, pour l'instant, qui tiennent la route et qui vont prendre de plein fouet ce genre de choses. Voilà, donc là aussi, il faut s'attendre donc parce que nous, la France, on a vraiment des problèmes à l'avenir, surtout au niveau de la dette et tout, parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. Et j'aimerais bien vous dire une bonne nouvelle ou quelque chose de vous dire, voilà, la France, ça va, on va échapper au pire, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien pour dire l'inverse, quoi. C'est sûr. Bon, donc là aussi un autre article hein, donc de Le Figaro, la marque prêt-à-porter Caporal placée en liquidation judiciaire, 280 personnes licenciées. Voilà, ça c'est toutes les semaines, c'est comme ça. Ouais, toutes les semaines, il y a donc, c'est d'abord le prêt-à-porter, vous avez vu, mais là c'est vraiment le parce que c'est ça, l'économie est tellement mal qu'aujourd'hui ben, plus personne n'a les moyens de s'acheter des vêtements ou d'avoir le même pouvoir d'achat dédié au tout ce qui est vestimentaire comme avant. Ah, ça, c'est déjà le premier signe de l'économie bancale en France, quoi. Et voilà, donc ça, on va dire, c'est l'actualité. Je ne vais même pas aller plus loin parce que j'ai plein de nouvelles comme ça.
même pas envie de vous les montrer, c'est tout comme ça, donc ça sert à rien. Je peux vous montrer le cours de l'euro par rapport au dollar. Là, par contre, ça, pour l'instant, ça tient. Alors, c'est assez étonnant quand même. Donc, alors, quand je dis ça tient, c'est sur le court terme. Vous voyez, vous avez compris. Il y a que si on regarde sur 6 mois, on voit que l'euro a pris cher par rapport au dollar. Là, ça fait sur le dernier mois, il a repris un peu du poids de la bête, mais il est quand même pas revenu au niveau d'avant. Donc, bon, on va dire qu'on est en train pour l'instant de limiter la casse. Mais c'est vrai que si on regarde sur 10 ans, bah oui, on est très loin d'avoir des niveaux qu'on avait connus d'il y a 10 ans, quoi. D'ailleurs, même rien que 2018. 2018, on était à 1,25 dollars en euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même la déglingue, enfin, la déchéance de l'euro qu'on a eu par rapport au dollar en termes de valeur. Voilà. Et je termine par l'or. Et là, vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que l'or, ça y est, 91 160 euros le kilo. Vous voyez, la semaine de malade. La semaine, on a vraiment eu un petit bull run là, haussier de l'or sur la semaine. Et l'or ne fait que monter là depuis 3 mois. Elle a un peu corrigé entre-temps, mais là, vraiment, c'est spectaculaire ce qui se passe. Et on a eu un nouveau record encore par rapport au dollar. Là, c'était par rapport à l'euro. Donc l'euro, on est revenu, on n'a pas encore battu le tout précédent record qu'on avait connu il y a un mois ou deux, à 92 000 euros. Mais par rapport au dollar, si on a connu un nouveau record par rapport de l'or par rapport au dollar. Et vous voyez, sur un mois, on n'a fait que monter là. Et donc l'or est en train vraiment de nous expliquer que l'euro, la zone européenne, il n'y a rien qui va plus, clairement. Bon, donc c'est pour ça, hein, moi les amis, hein, je vous dis, crypto-monnaie en termes mondial, je reste très positif parce que les nouvelles, enfin, on n'a jamais eu autant un enchaînement d'autant de bonnes nouvelles que ça, avec en contraste autant de panique sur les marchés crypto, voire boursiers. C'est assez étonnant. Donc, bien sûr, ça s'explique par les tarifs douaniers de Trump, par l'instabilité géopolitique mondiale, par plein de choses. Mais personnellement, je reste convaincu que la crypto-monnaie, en tout cas, pas toutes les crypto-monnaies, hein, bien évidemment, mais uniquement le Bitcoin, le secteur de l'IA et le secteur du RWA, et encore même dans ce secteur-là, il faut choisir les bons projets, comme Ondo, XRP, bon, c'est pas compliqué. Voilà, investir là-dessus, c'est investir que des poids lourds de la finance que même les institutionnels ont adopté. Donc, bon, il n'y a pas de. Voilà. Mais à tout le reste, par contre, se fera liquider. 99% des cryptos vont, comme sur la bulle des années Internet des années 2000, 99% disparaîtront. Alors ça, c'est une certitude. Et il restera qu'une centaine de crypto-monnaies. En fait, c'est pas des crypto-monnaies, ce sera des projets des entreprises derrière. Pas pareil. Bon, voilà. Et donc, pour pallier, nous, à la catastrophe, hein, parce que personnellement, je vois pas comment on peut échapper à la catastrophe, c'est-à-dire banqueroute de la France, effondrement de l'euro et effondrement de la zone de l'Union européenne. Parce que si la France fait faillite, bah, c'est fini, hein. Personne ne pourra venir à notre secours, on a trop de dettes, personne ne pourra venir solver notre dette. Voilà. Donc, ils nous éjecteront de la zone euro, Union européenne, et donc il n'y aura plus de France dans la zone euro, donc forcément il n'y aura plus d'Union européenne. Que la France, l'Union européenne sans la France et la France sans l'Union européenne, bah, ça fait que l'Union européenne c'est terminé quoi. Donc l'euro s'effondrera. Voilà. C'est un peu ce que je crains, à condition qu'on ait des changements au niveau politique, mais bon, vu comme on voit nos politiques actuellement, mal parti. Donc, pour moi, pour justement diversifier et éviter, enfin quand je dis diversifier, c'est surtout un peu débancariser, quoi, hein, clairement, hein, je le dis, et éviter peut-être en plus des ponctions futures d'État pour aller à la guerre en Ukraine, hein, comme l'a dit Macron premier. Donc, eh bien, l'or et le Bitcoin, voilà pourquoi pas, avec une optique effectivement plutôt moyen-long terme. Voilà, c'est plutôt là, c'est vraiment investir pour, pas pour gagner de l'argent sur le court terme, mais vraiment pour avoir quelque chose qui est décorrélé quelque part de l'euro et d'avoir un actif de classe internationale valeur refuge. Bref.
Bon, bah écoutez, ce sera tout hein, pour aujourd'hui. J'espère que n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité crypto-économique. Allez, la bise, ciao!